Alors, nous parlerons en premier des deux derniers livres de Jean-Gabriel Ganachia, qui sont l'intelligence artificielle vers une domination programmée, avec un point d'interrogation, c'est important, et servitude virtuelle. Vous les avez là devant vous, les deux livres, et ça n'arrête pas de venir, c'est bien bienvenu. Et ce dernier livre, donc, celui-ci, servitude virtuelle, a eu le prix FIC. Alors, FIC veut dire Forum international de la cybersécurité. Et ce n'est pas le seul livre qui a été primé de Jean-Gabriel Ganachia. Le deuxième est celui qui est sorti en 2017, le mythe de la singularité. Le titre promet, et il a eu le prix Roberval. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, celui-là. Le Roberval, c'est un prix de vulgarisation, de médiation ou de vulgarisation scientifique, qui est décerné conjointement par l'université de l'UTC de Compiègne et une université canadienne, québécoise. Bravo Isabelle. Elle a fait les recherches pour le dossier de presse. Super. Alors donc, celui-là vers une domination programmée, il est sorti quand même dernièrement en poche et pour le prix de 13 €, donc facilement acquérable. Et c'est très important, vous allez voir. Donc, alors, ce qu'il y a dans le mythe de la singularité, qui est apparu en 2017, il déconstruit, Jean-Gabriel Ganachia, déconstruit la croyance de certains scientifiques très renommés, comme Stephen Hawking, tout le monde le connaît, ou des entrepreneurs milliardaires comme Elon Musk, ou celui-là de Neuralink, qui a fondé Neuralink, et créé plutôt, et Mark Zuckerberg, qui est créateur de Facebook, comme vous le savez. Alors là, les propos sont, la question est, est-ce que les machines domineront un jour l'humanité par leur capacité supérieure? Mais ce n'est pas une question pour les derniers que je viens de citer, mais c'est une affirmation. C'est une affirmation, mais sans argumenter. Mais bon, j'ai manqué de présenter Jean-Gabriel Ganachia. Il a la qualité rare qu'il combine non seulement la philosophie, mais aussi l'informatique. C'est vraiment exceptionnel. Et il est en même temps spécialiste, en informatique, il est spécialiste, c'est le pape de l'intelligence artificielle, tout au moins en France. Alors, il a été président du comité d'éthique du CNRS de 2016 à 2021. Et aujourd'hui, professeur émérite, mais depuis très peu de temps, de la faculté de sciences de la Sorbonne. Et chercheur au LIP 6, numéro 6, laboratoire d'informatique au sein de la Sorbonne. On lui connaît cette déclaration en guise de consolation contre toutes les peurs qu'inspire l'intelligence artificielle. Il a dit « c'est l'homme qui commande à la machine ». Ce qui nous fait espérer que ce ne sont pas les machines qui nous mettront en esclavage. Alors, l'intelligence artificielle vers une domination programmée est un ouvrage entièrement consacré à argumenter contre les lieux communs. Les lieux communs, les idées préconçues. Il y a en tout
96, je crois, préjugés dont, voici, je donne seulement, qu'il argumente dans ce livre, hein, c'est pour ça qu'il est important. Je donne 3 exemples seulement. Les robots nous mettront tous au chômage. Ça, c'est le premier argument que j'ai beaucoup entendu aussi sur les réseaux sociaux. Les voitures autonomes sont programmées pour tuer leurs passagers. L'intelligence artificielle constitue un danger existentiel inéluctable pour l'humanité. Alors ça, ce sont 3 parmi les 96. Je peux vous rassurer que face à toutes ces idées reçues et ces peurs, qu'il prend d'ailleurs très au sérieux, hein, puisqu'il y répond, Jean-Gabriel Ganassia est assez optimiste sur le fait que les machines ne prendront pas le pouvoir sur l'humanité. Et ceci, contrairement aux hommes justement d'influence, les influenceurs, les stars des médias, comme Hawking, Elon Musk surtout, et Mark Zuckerberg, aussi Ray Kurzweil, et il y en a d'autres, qui affirment leurs convictions sans apporter aucun argument. Les arguments scientifiques, s'entend. Contrairement, justement, Jean-Gabriel Ganassia, lui, vous donnera certainement toutes les explications, les arguments scientifiques, parce que les peurs, pourquoi nous deviendrons les esclaves des machines? L'homme a quand même d'autres qualités que, enfin, il ne sait pas seulement aller vite, il n'a pas seulement il n'y a pas seulement dans la vie le calcul et la vitesse, les algorithmes auxquels nous sommes voués actuellement. Il y a aussi la conscience, les émotions et les intuitions. Et je suis sûre que vous en parlerez. Et je vous laisse la parole pendant 40 minutes, ça ira, pour laisser le temps pour les questions. Merci. Merci de votre invitation, une présentation. C'est vrai, je suis désolé, j'ai changé le titre. Non, mais c'est un titre que j'ai... Charité ensorcelée. Alors l'expression ne vient pas de moi, peut-être vous en souvenez. C'est-à-dire, alors c'est le Rimbaud dans la saison en enfer. Oui, le terme était tout à fait bien choisi. Hein, et il dit donc qu'on va être sa prisonnière. D'accord. Et donc, effectivement, ce qu'on vous a dit, c'est que les machines, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, n'ont pas à prendre leur autonomie. En revanche, derrière les machines, il y a des hommes, peut-être d'eux, il faut se méfier. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aussi. Et vous allez voir de qui est cette charité ensorcelée. C'est celle des grands acteurs de l'Internet qui sont derrière les machines. Alors, la première chose que je voudrais, c'est rappeler que l'intelligence artificielle, c'est une discipline ancienne. Alors, j'ai intitulé ce premier chapitre « Le chat GPT ne doit pas cacher la forêt ». C'est une amie qui, lorsqu'elle voulait parler de ChatGPT, elle disait le chat. Je trouvais que c'était assez joli. Hein. Et là, l'image d'ailleurs a été générée automatiquement par DALL-E, c'est-à-dire un logiciel de génération automatique. Alors, donc, je voudrais rappeler. Donc, ah oui, alors là, voilà la citation d'Arthur Rimbaud dans Délire. Il a peut-être des secrets pour changer la vie. Non, il ne fait qu'en chercher, me répliquai-je. Enfin, sa charité est ensorcelée, et j'en suis la prisonnière. Voilà. Alors, je trouvais que c'était un pauvre... C'est inusuel, bien sûr, quand on parle de science, de citer la poésie, ça ne se fait plus tellement, je vous prie de m'en excuser, mais je trouvais quand même que c'était... Alors, première chose, donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Très rapidement, c'est une dame âgée de 67 ans. Est-ce que c'était âgé? Je ne sais pas. Peut-être pas si âgé que cela. Mais quand même, hein, ça n'est pas né de la dernière pluie. Hein, c'est ça qui est important. Et c'est une discipline scientifique
Alors peut-être que vous voyez mal ici ce qui est écrit, mais je vais vous le dire, ça c'est une plaque commémorative qui a été installée sur un bâtiment dans une université assez prestigieuse aux États-Unis, Dartmouth College, sur la côte Est, ça fait partie de la Ivy League, et c'est là où en 1957, s'est réunie, en 56 pardon, s'est réunie une école d'été où on a parlé pour la première fois d'intelligence artificielle. Alors, les pionniers, enfin celui qui a donné le nom, vous le voyez mal ici, c'est John McCarthy. Et l'idée, c'était de faire une discipline qui soit en mesure de reproduire toutes les facultés cognitives. Bien sûr, ça veut dire que l'intelligence, c'est pas une substance, hein, c'est varié. Hein, et ça, j'insiste là-dessus. Il y a beaucoup de malentendus. On va revenir là-dessus. Hein, c'est la résultante de beaucoup de facultés. Alors, qu'est-ce que sont ces facultés cognitives? J'en ai mis quelques-unes ici. La perception. Alors, quel est le but? C'est une science, d'abord. C'est une science de l'intelligence. Mieux comprendre l'intelligence en essayant de reproduire chacune des composantes de l'intelligence. Donc, c'est vraiment une chose qu'il faut retenir, je crois que c'est cela. Alors donc, ça correspond à quoi? La perception. Hein, est-ce que vous reconnaissez des visages, par exemple? Vous reconnaissez une personne, hein, ou vous reconnaissez la parole, hein, ça relève de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi la mémoire. Hein, ce qu'on appelle représenter, c'est rendre présent les choses en leur absence. Et puis l'exploitation de ces données, c'est le raisonnement, bien sûr. Ça peut être aussi les fonctions expressives, hein, comment traiter la langue naturelle, hein, ça relève de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la compréhension de la langue naturelle. Alors, bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire comprendre pour une machine? C'est une question délicate, mais en général, comprendre, c'est traduire un texte dans un langage formel, pour pouvoir poser des questions, échanger. Hein, ça peut être aussi les fonctions exécutives, hein, un robot qui va exécuter son tâche, mais l'intelligence artificielle, ça recouvre tout cela. Alors comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise un certain nombre de techniques mathématiques, la logique mathématique, des statistiques, etc. Et une fois qu'on a simulé ces fonctions cognitives, ben on est capable d'introduire ces fonctions simulées à l'intérieur de différentes technologies. Et c'est ce qu'on fait 67 ans, parce que c'est une discipline qui est née aux États-Unis, et les Américains sont pragmatistes. Donc bien sûr, ils avaient un projet scientifique, mais en même temps, ils avaient un projet technologique. Et dès le départ, d'ailleurs, ils disaient on va faire l'un et l'autre à la fois. Alors quelles sont ces technologies? Ben, je vais vous donner les plus évidentes. La première, hein, c'est le web. Est-ce que vous savez que le web, c'est le couplage des réseaux de télécommunications, qui ne font pas à proprement parler de l'intelligence artificielle, et d'un modèle de mémoire. On a dit la mémoire, ça relève d'une fonction cognitive, qui s'appelle l'hypertexte. C'est l'idée, hein, qu'a eu un philosophe qui s'appelait Ted Nelson, d'établir des liens entre les parties d'un texte. C'est pour ça qu'il disait hypertexte, au-dessus d'un texte. Et cet hypertexte a été programmé avec des techniques d'intelligence artificielle. Et ensuite, un Européen, Tim Berners, enfin européen, donc il était européen à l'époque, puisqu'il était anglais, qu'il est toujours anglais, donc on ne sait plus s'il est européen ou pas. Il était au CERN, donc en plein cœur de l'Europe, hein, tout près de la frontière française, et c'est là où le web a été inventé, avec l'idée que ces liens ne soient plus des liens entre des parties d'un texte sur un ordinateur, mais soit des liens entre des ordinateurs différents sur les réseaux. Et d'ailleurs, vous connaissez le protocole du web, c'est HTTP. Le H, ça veut dire hypertexte. Ouais, et le langage d'écriture des pages web, c'est HTML, ça veut dire hypertexte aussi. Donc, tout ça, vous voyez que tout le monde aujourd'hui fait de l'intelligence artificielle un peu sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Hein. Donc alors, ensuite, bien sûr, les robots, c'est de l'intelligence artificielle, parce que ça utilise, vous voyez, de la perception. Il faut qu'ils reconnaissent leur environnement, et puis ensuite, il faut qu'ils décident hein, de l'endroit où aller. Hein, et donc, ils font des déductions, et puis ensuite, ils sont capables d'activer un certain nombre de composants. Mais les véhicules autonomes sont des robots, et puis, bien sûr, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, hein, c'est l'IA générative avec les grands modèles de langage et les GPT dont j'ai parlé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que c'était ancien, l'intelligence artificielle, même si, bien sûr, comparé à des disciplines comme la physique et les mathématiques, c'est pas si ancien que ça. Alors, la deuxième chose que je voulais vous dire, et ça
je vais essayer, disons, de passer un petit moment là-dessus parce que je trouvais que c'était intéressant dans le contexte qui nous intéresse, et puis c'est un peu ce que j'ai fait au début de mon livre, la première partie du livre sur les servitudes virtuelles, c'était de se demander, mais quel est ce monde dans lequel nous rentrons avec l'intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire, il a peut-être des secrets pour changer la vie. Hein, est-ce que l'intelligence artificielle change la vie? Alors, si, ce que je crois, l'intelligence artificielle change la vie, on peut se demander, mais comment on va se repérer dans cet univers différent, hein, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, hein, en me demandant, mais quels peuvent être les repères. Alors, dans le monde traditionnel, les repères, on utilisait des points cardinaux. C'est quoi? C'est le nord, et le nord, c'est un astre, hein, c'est l'étoile polaire. Et le sud, c'est l'opposé du nord. D'accord, hein, et l'est, c'est le soleil, c'est le vent, et puis l'ouest, c'est le couchant. Donc c'est à partir des astres. Et bon, cardinal, hein, ça vient de cardinalis, hein, de bon pivot, hein, et c'est donc à la fois, hein, les points cardinaux, et puis en même temps, les vertus cardinales. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis ça en rouge, hein, parce que c'est la robe du cardinal, bien sûr. Alors, la question, c'est quel repère on peut utiliser avec le numérique? Et la difficulté, c'est que l'horizon, hein, est planétaire. Et comme il est planétaire, vous voyez que les astres, on a du mal à se repérer, parce que le nord, vous êtes d'accord que dans l'hémisphère nord, on le voit avec l'astre polaire, mais dans l'hémisphère sud, ça ne marche plus avec l'astre polaire. Mais ça marche très mal, bien sûr. Et puis alors, l'Est et l'Ouest, on est un peu comme dans l'Empire de Charles Quint. Le soleil ne se couche jamais sur le numérique. Et donc, ça ne marche plus. Alors donc, je vous ai proposé de nouveaux repères. Hein, il y en a deux. Alors le premier, l'équivalent du Nord. C'est quoi? Donner le Nord, hein, c'est la direction fixe. Alors je me suis dit, c'est l'existence sociale, c'est l'être en ligne. Hein, c'est ce que vous êtes sur les réseaux. Donc j'ai pris le Nord, c'est le en ligne. Hein, et l'opposé du Nord, c'est le Sud, ça va être le hors ligne. Et puis l'Est et l'Ouest, je dis, c'est la vie. Alors il y a bien sûr, il y a le hors-vie et le en-vie. Alors on va détailler ça, bien sûr. Hein, donc quatre directions, en ligne, hors ligne, en-vie, hors-vie. Voilà la nouvelle rose des vents numérique que je vous offre dans ce livre. Et je vais essayer de la décrire ici, parce qu'il me semble que ça permet de mieux comprendre tous les imaginaires qu'il y a autour du numérique et de l'intelligence artificielle. Alors, je vais commencer pour la parcourir par le hors-vie. Alors, qu'est-ce que c'est que le hors-vie? Ben, c'est le passage de l'humain au transhumain. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, quand même, pour que vous voyez bien que beaucoup en parlent, j'ai pris, peut-être vous vous en souvenez, en mars dernier, un moratoire qui a été prononcé par un certain nombre de champions du numérique, hein, avec d'abord des scientifiques comme Yoshua Bengio, hein, un homme qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'apprentissage profond, qui a eu la médaille Turing, l'équivalent du prix Nobel en numérique. Et puis, il y a eu aussi des grands acteurs du numérique comme Elon Musk, par exemple, hein, qui a signé. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vous propose, on ne va pas y passer trop longtemps, c'est de faire une bonne vieille analyse de texte. C'est pas mal. C'est-à-dire pas ChatGPT, hein, vous-même vous lisez le texte et vous repérez un certain nombre d'expressions qui tout d'un coup ont quand même révélé un certain nombre de points. Alors d'abord on nous dit, bon c'est amusant, on nous dit ils vont faire une pause de 6 mois hein, sur l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle, ça a été prononcé en mars, je peux vous assurer qu'il n'y a pas eu de pause du tout. Mais indépendamment de ça, on vous dit c'est une machine qui rivalise avec l'intelligence humaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a je crois d'ailleurs qu'il est venu ici, hein, un médecin hein, assez célèbre, hein, qui a ensuite s'intéressé à l'intelligence artificielle et au numérique, Laurent Alexandre. Il a écrit un livre qui est La guerre des intelligences. Mais alors, est-ce que vous pensez que c'est un combat d'intelligence avec les machines? Ah, ça, c'est une question, on va revenir là-dessus. Mais à mon sens, non, parce que l'intelligence, c'est pas un score, c'est pas comme un muscle, l'intelligence. C'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résultante de tout un tas de fonctions cognitives. Bien sûr que les machines, sur certaines facultés cognitives, sont bêtement meilleures que nous, mais on le sait depuis très longtemps. Et en particulier les premiers ordinateurs, hein, depuis 1946, bah, ils font des calculs, des multiplications bien mieux que nous tous. Hein, et depuis 1997, ils battent le champion du monde au jeu d'échecs. Et puis on peut continuer. Mais ça ne veut pas dire que... Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils soient plus intelligents que nous? Ça, c'est le premier point. Ensuite, il nous dit ça constitue... ça représente un changement profond dans l'histoire de la vie sur la Terre.
Alors ça, je trouve que c'est assez cocasse. Parce que vous me dites un robot bavard, ça va changer la vie sur la Terre. Vous pensez vraiment que les paramécies, les microbes, vont être influencés par les robots bavards? Je veux bien que ça change la société, mais quand même la vie est difficile. Peut-être la vie humaine, ça c'est une autre question. Ensuite on nous explique, ça déploie, etc. Alors vous voyez, ici vous allez arriver à lire, Digital Mind. Digital Mind. Qu'est-ce que c'est que des esprits numériques? Vous avez déjà vu des esprits numériques? Bon, c'est quand même incroyable parce que tout le monde nous a dit, oh, il y a des gens qui sont très qui sont inquiets, et vous aussi, et puis vous allez dire, ils sont importants, etc. Mais il faut les lire pour se rendre compte à quel point ce qu'ils racontent est absurde. Puis on peut continuer. Ensuite, Human Competitive and General Task. Alors, rivaliser à l'homme sur des tâches générales. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale? Vous connaissez? C'est quoi une tâche générale, d'après vous? Est-ce que parler, c'est une tâche générale? C'est bizarre. Alors, on va continuer. Là, est-ce qu'on doit développer des esprits non-human mind, des esprits non-humains? C'est quand même assez incroyable. Il y a des scientifiques qui nous disent on développe ça. Et puis, il termine, alors bon, après, mais vous pouvez lire bien sûr en détail, il nous parle de Artificial General Intelligence. Alors, je voudrais terminer là-dessus parce qu'on nous dit attention, il va y avoir une intelligence artificielle générale. Bien sûr, on se dit, ouais, elles sont bonnes partout, elles vont nous dépasser sur tous les plans. Et là, je voudrais insister sur le fait que l'intelligence n'est pas générale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence? C'est compliqué, bien sûr. Mais le terme a différents sens. Ça peut être l'esprit, ça peut être l'ingéniosité. C'est l'astuce. Quand on dit d'un élève qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est astucieux. Ça peut être la connivence. Quand on nous dit être en bonne intelligence, ou intelligence avec l'ennemi, ou intelligence service, c'est un sens complètement différent. Mais le sens qui est retenu pour l'intelligence artificielle vient de la psychologie. Au XIXe siècle, les philosophes ont voulu naturaliser les problématiques issues de la philosophie, et en particulier l'esprit. Et ça les a conduits à se demander comment est-ce qu'on pouvait décrire les différentes facettes de l'esprit les analyser avec les méthodes des sciences physiques. Et ça a conduit à la psychologie cognitive. Et un grand philosophe français, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, Hippolyte Taine, a écrit un gros traité en 2 volumes de l'intelligence à la fin du XIXe siècle. Et donc il explique ça. Puis, au début du XXe siècle, il y a eu des tentatives pour réduire l'intelligence à un seul chiffre. Et en particulier, il y a un Anglais, Spearman, qui a essayé d'établir des corrélations entre les différentes facultés cognitives. Pour ça, il a utilisé des techniques statistiques, et puis, bon, bien sûr, ça n'a pas marché, parce que il n'y a pas de corrélation. Contrairement à ce qu'on nous a dit avec les tests de QI, on nous dit, ah ouais, les bons en maths sont forts en thème, sont bons en latin, sont bons en français. En réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, on s'est rendu compte, ensuite, avec les travaux plus récents, que l'intelligence était multiple, qu'elle était variée. Et aujourd'hui, on le sait très bien, avec les sciences cognitives, en particulier avec l'imagerie fonctionnelle cérébrale, on est capable de regarder ce qui se passe dans le cerveau. Par exemple, ici, vous avez 2 personnes qui écoutent de la musique. Là, c'est un musicien, et là, c'est quelqu'un qui n'est pas musicien. Bien sûr, vous avez des zones qui sont activées, qui correspondent aux zones qui vont être impliquées dans la réception de la musique. Vous voyez qu'il y a des zones qui sont semblables, mais il y a aussi des zones, bien plus de zones ici. C'est-à-dire que le musicien, il a une activité beaucoup plus forte quand il écoute de la musique que celui qui est non musicien. Et bien sûr, selon votre formation, selon aussi d'ailleurs la génétique, parce que les cerveaux sont différents d'un individu à l'autre, ce ne sont pas les mêmes zones qui sont activées. Donc on a des aptitudes qui sont toutes différentes, c'est ce qui est passionnant d'ailleurs. Moi j'ai encadré pas mal d'étudiants, je peux vous dire qu'on les voit pendant 3 ans, ils sont tous différents. Voilà. Donc ça c'est pour que vous compreniez bien ça. Alors, qui plus est, ça c'est apparu sur Future of Life Institute. Alors c'est quoi? C'est un institut transhumaniste. Future of Life, ça veut dire que la vie a un futur. Vous voyez, ça vous laisse entendre quand même les intentions qui sont derrière. Alors on va continuer. Ici c'est Nick Bostrom, qui est un philosophe, qui est à Oxford, qui nous explique qu'il
il va y avoir, donc c'est Future of Humanity, donc Future of Life, Future of Humanity, hein, c'est un autre institut transhumaniste, alors qui est cité d'ailleurs comme référence dans le texte, dans le moratoire que j'ai présenté tout à l'heure, et lui il vous explique que vous allez avoir des intelligences supérieures, il vous dit il y a une courbe comme ça, on ne sait pas pourquoi, hein. Puis il dit voilà, à un moment donné, ben, les machines vont nous dépasser, elles vont prendre le pouvoir, hein, et éventuellement, hein, certains nous disent on va pouvoir télécharger sa conscience sur les machines. Donc, on pourra jeter notre corps, on va continuer à exister. Alors, vous avez cité, donc, un certain nombre de livres, je voudrais citer un autre livre qui a été écrit par un comparse qui s'appelle Gabriel Neige. Ce matin, Maman a été téléchargée. Et c'est un petit roman hein, que je vous conseille de lire. Hein, donc, la singularité est arrivée, hein, et comble de malheur pour le narrateur, sa mère, donc, a décidé de sauter le pas et de procéder à une métempsychose numérique, c'est-à-dire de faire passer son âme de son corps physiologique à un ordinateur. Et puis ensuite, bien sûr, l'idée c'était de revivre dans le monde, donc elle a décidé de se réincarner. Alors elle lui a demandé de se charger de cette réincarnation, et elle lui a dit, je vais te montrer le modèle que j'ai choisi. C'est un peu gênant quand on est... Vous imaginez, hein, votre fils, il ne va pas demander, vous regardez votre corps, quel est le corps que vous avez choisi. Il dit non, non, non. Et puis, ensuite, quand il a eu rendez-vous avec elle, il était un peu déconcerté parce qu'elle avait choisi une PPP comme corps. Alors les PPP, c'est les pulpeuses à peau de pêche. C'est un modèle de 2047. C'était pas du tout l'image qui se faisait de sa mère. Enfin, voilà. Bon, en plus de ça... Alors en plus de ça, comme elle est sur les réseaux, elle fait éruption à tout moment dans sa vie privée. Hein, c'est un cauchemar, mais bon, je conseille quand même. Alors, juste, ce que j'ai essayé de faire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le mythe de la singularité, c'est de montrer que les arguments qui ont été déployés pour justifier cette rupture, hein, la singularité c'est au sens mathématique, c'est un point de rupture. Hein, c'est l'idée qu'à un moment donné, les machines seront plus intelligentes que nous et donc tout d'un coup tout va basculer. Et donc pour justifier ça, ils nous disent ça va arriver parce que les machines sont de plus en plus rapides. Et il y a effectivement une loi qui a été introduite par un ingénieur qui s'appelle Gordon Moon, qui était le fondateur de la société Intel, dont vous avez peut-être entendu parler, en 1965. Il a dit ben, la puissance des machines double à intervalles réguliers. Donc c'est une loi exponentielle, donc ça va devenir vertigineusement élevé. Et ils disent, donc cette loi de Moore, elle est indéfinie, ils disent c'est une donnée de base. Mais en réalité, la loi de Moore, c'est une loi d'observation, et bien sûr, elle va s'arrêter. Et Moore lui-même, en 2015, pour fêter les 50 ans de la loi de Moore, il va dire mais c'est absurde, il n'y a rien d'exponentiel dans la nature, ça va s'arrêter. Contrairement d'ailleurs à ce que disait, parce qu'il avait quitté, il était PDG de Intel, il avait quitté, et contrairement à ce que disaient les PDG de Intel, il disait non, 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 attention. J'en profite pour dire que, tristement, bon, Moore est décédé en 2023, mais c'était un homme extrêmement avisé de ce point de vue-là, hein, il a bien compris les limites de ce qu'il faisait. Et puis le deuxième argument, c'est que la fréquence de calcul, c'est pas la conscience, c'est pas l'intelligence. Et donc c'est pas parce que les machines sont très rapides qu'elles vont nous dépasser. Et puis il y a une autre chose qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, c'est que les personnes qui nous expliquent que l'intelligence artificielle est dangereuse et qu'elle va prendre conscience, ce sont ceux qui la développent. Alors ça c'est quand même assez curieux. Elon Musk il me dit attention c'est dangereux. Et on va voir pourquoi il nous dit c'est dangereux d'ailleurs. Il a une petite idée derrière la tête, je vais vous dire tout de suite. Mais c'est quand même bizarre que Google, hein, parce que Ray Kurzweil, qui est l'un des tenants de la singularité, il était chez Google. Bon, c'est quand même bizarre de vous dire. Eh bien, c'est ce que j'appelle les pompiers pyromanes. C'est-à-dire que c'est eux qui vous fabriquent un différentiel, ils vous disent attention, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Ils vous disent c'est dangereux parce que nous on sait que c'est dangereux, vous ne le savez pas, mais on va vous aider. Donnez-nous les clés de la maison. Et c'est là, je crois, oui, il faut être méfiant. C'est ça. Donc ça, c'est... Et puis alors, on peut avoir d'autres arguments. Vous vous souvenez, il y a quelques années, hein, avec le numérique, ça fait 2 ans, hein, on a beaucoup parlé du métavers. Maintenant, je ne sais pas si on en parle toujours, ouais, mais c'est aussi une vie hors ligne. Vous voyez, vous pouvez passer toute votre journée dans la peau d'un avatar. C'est aussi un type de hors ligne. Donc c'est pas le hors ligne au sens... le hors-vie, pardon, au sens... c'est le hors-vie, pardon. Hein. C'est pas le hors-vie au sens où on fait passer sa conscience de
la machine, du corps dans la machine, mais c'est le hors-vie au sens où on peut passer une partie de sa vie sur un avatar. Et j'avais un ami roboticien, dont je dirais le nom, qui disait sur le métavers, on est immortel pendant un certain laps de temps. Alors, moi, ça me faisait rire. Il n'a pas compris. C'était une goutte. Non, il n'a pas compris. Alors, deuxième axe, j'ai dit, puis je vais aller un peu vite, le en ligne, les cerveaux dans une queue. Alors, on va reprendre Elon Musk, qui nous dit l'intelligence artificielle est dangereuse, et comme il est plein de compassion pour l'humanité, il nous dit je vais vous aider. Et l'une des façons de nous aider, c'est de dire je vais développer des dispositifs technologiques que vous allez pouvoir mettre dans votre cerveau de façon à augmenter votre capacité et à rivaliser avec la machine. Et il va commencer par nous mettre des mémoires supplémentaires dans la tête. Ouais, ce qui est formidable, d'accord ? Vous n'aurez plus besoin d'apprendre des récitations, de passer toutes ces années à l'école pour apprendre des verbes irréguliers anglais, enfin, toutes ces choses stupides. Vous aurez le bon module, ça suffit. Il nous explique, over time, I think, avec le temps, je pense qu'on verra une fusion plus étroite entre l'intelligence biologique et l'intelligence numérique. Il vous dit c'est juste qu'une question de bande passante et de vitesse de connexion. Et il va plus loin, il dit si on se connecte comme ça à des petits dispositifs, on va augmenter notre intelligence et on pourrait même carrément avoir une espèce de ruche parce qu'on pourrait être connectés tous les uns avec les autres comme ça. Comme ça on n'aurait même plus besoin de se parler. Vous êtes d'accord ? Non. Moi, quand même, je suis dans pas mal de comités éthiques. Mon drame, c'est parce que j'ai commencé, parce que je me suis dit, attention, il y a des conséquences problématiques, c'est que pour l'instant, j'ai pas vu que ces comités éthiques se positionnaient contre ça. Elon Musk a monté une société qui s'appelle Neuralink. Il n'y a pas de pétition contre Neuralink. Or, quand même, heureusement, je pense que les progrès de la biologie ne permettent pas d'entrevoir ce genre de réalisation de sitôt. Mais si jamais ça devenait, ce serait absolument effrayant. Alors, il y a un autre que vous connaissez, c'est Zuckerberg. Alors, il veut utiliser les interfaces cerveau-ordinateur. Alors, ça peut servir à beaucoup de choses, bien sûr. Mais lui, il veut les utiliser dans un but très précis. Il veut vous mettre des électrodes sur la tête pour essayer de détecter votre désir. Et alors, lui, il donne son argument. Il dit qu'il faut fluidifier la relation entre le réseau social et l'utilisateur. Par exemple, si vous voulez une pizza, eh ben, vous n'aurez même plus besoin d'écrire, c'est fatigant d'écrire pizza, même plus besoin de prononcer pizza, vous aurez automatiquement la pizza qui va. Bon, il y a de quoi vous dégoûter des pizzas entre nous, si vous aimez les pizzas, mais en même temps, l'éthique, c'est quelquefois quand même de résister à son désir. C'est étonnant. Alors, plus généralement, on peut dire que avec le numérique, ça c'est le en ligne. Vous voyez que c'est nos têtes qui sont en ligne sur ces projets-là. Alors on peut dire, bon, ça d'accord, c'est un peu de la fiction, encore que Zuckerberg, il travaille là-dessus. Mais on peut se dire, bon, ça ne va pas être vrai de sitôt. Mais en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on profile les individus. Alors qu'est-ce que ça veut dire, profiler les individus? C'est qu'on regarde toutes les traces que vous avez laissées, et à partir de ça, on fait des petites cases, et j'ai pris ici, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le début du Bonheur des Dames, il y a la femme sans tête. C'est un mannequin, on a remplacé la tête par une étiquette, qui est le prix, et c'est un modèle pour tous. Ça correspond au début de la société de consommation, c'est la fin du 19e. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle mode de société de consommation. Alors j'ai pris, ça c'est un collage de Max Ernst, la femme sans tête. C'est qu'on met plein de petites têtes et puis on regarde pour chaque petite tête, qu'est-ce qu'on va lui donner. Ça veut dire qu'effectivement, on mène les zones à la carotte. J'aime beaucoup le tableau de Max Ernst, on ne voit pas trop. Non, mais c'est la place de bouteille de vin, la carotte. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder, mais qu'est-ce que vous désirez? Et à partir de ça, bien sûr, on va vous le donner. Ce qui fait que ces acteurs, ils sont formidables. Ils donnent... Mais justement, c'est ça, c'est l'esclavage aujourd'hui, c'est ça. Moi, je me souviens, avec mon fils, quand il était petit, j'essayais de lui expliquer, je lui dis, si tu veux être libre, il faut que justement, tu ne sois pas soumis à tes désirs de consommation. Mais c'est difficile d'expliquer ça à un enfant. L'éducation, malheureusement, c'est ça aujourd'hui. C'est qu'on fait tout, la société fait tout pour faire de nos enfants des consommateurs, et c'est d'essayer d'en faire autre chose que des consommateurs, des personnes libres. Ça, c'est une question vraiment très, 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 très délicate. Mais en tout cas, c'est en ligne, c'est que nos têtes sont en ligne. Alors ensuite, troisième aspect, c'est la réontologisation, le envie.
Alors le envie, ça veut dire à la fois le désir, hein, et c'est en même temps le fait d'être en vie. Et la vie se transforme. Et je crois que la condition humaine évolue avec le numérique. Alors ça, j'ai pris ce tableau de Magritte que j'aime bien parce que c'est un double monde, un monde derrière un autre. Et, les choses changent. Vous parlez une montre, hein, avec la technologie, hein, l'objet change complètement, hein, entre une horloge, un cadran solaire, hein, une montre Gousset, une vieille horloge. Et puis ensuite, on va avoir plein de montres. Et les montres, elles vont progressivement être identiques les unes avec les autres. Et aujourd'hui, vous avez une montre, elle donne l'heure, elle a des aiguilles, mais quelquefois, il y a des montres qui sont connectées. C'est que la forme extérieure des objets se fiche, et tout d'un coup, les fonctionnalités évoluent avec le temps. Moi, ce que je dis ici, les objets quotidiens il y a une réingénierie. Vous voyez, les montres, les lunettes, bientôt vous allez avoir sur votre champ de vision des éléments d'information qui vont être surimposés. La forme de la lunette sera la même, simplement vous aurez quelque chose qui sera invisible. Hein. Même, ou un bracelet, il prend votre pouls, il prend votre température, etc. Hein, ou une bicyclette, qui fait que les bicyclettes en livre-service de loin, elles ressemblent à des bicyclettes en somme. Mais en même temps, il n'y a plus aucun rapport. Hein. Il y a un nombre de fonctionnalités supplémentaires extrêmement grand. Hein. Les chaussures avec des capteurs, ou la voiture, on dit souvent que c'est un ordinateur sur quatre roues de forme extérieure. La voiture d'aujourd'hui, elle n'est pas très différente de la voiture des années 70. Ouais, c'était pas vrai entre la forme des années 70 et 50, ça n'avait rien à voir. Ouais, 50 et 30, ça n'avait rien à voir. Mais là, c'est presque la même chose, sauf que entre une bagnole des années 70 et puis une voiture d'aujourd'hui, il n'y a plus rien à voir. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait quelque chose de mystérieux. Les gens me disaient, on enlève le Delco. Alors, chez moi, je ne savais pas trop ce que c'était. Mais aujourd'hui, ça n'a aucun sens, monsieur. On ne s'amuse pas à dévisser les bougies, etc. Donc, on voit bien que c'est totalement... Le stéthoscope, c'est intéressant, c'est l'emblème des médecins. Et ça, de toute une profession. Alors, ça, c'est les objets, mais ce qui m'intéresse ici pour la société, c'est que ce n'est pas seulement les objets, ce sont les notions qui font la trame du tissu social. C'est-à-dire le lien entre les hommes. Et par exemple, l'amitié. C'est ancien l'amitié, vous êtes d'accord? Avec les réseaux sociaux, est-ce que c'est la même chose, l'amitié sur Facebook et l'amitié chez Aristote, hein, dans l'éthique à Nicomaque? Pas tout à fait, hein. Puis on peut continuer. La réputation. Est-ce que c'était la même chose, la mauvaise réputation chez Brassens, et puis le score de réputation qu'on calcule en Chine? On va continuer. La confiance, est-ce que c'est la même chose, la blockchain et le top là sur les marchés, ouais, et la monnaie, etc. Enfin voilà, toutes ces notions évoluent avec le numérique. Et donc la société se transforme avec le numérique. C'est la raison, bien sûr, pour laquelle les questions éthiques sont extrêmement importantes aujourd'hui. Et puis le quatrième point, hein, c'est l'équivalent du Sud, le hors-ligne. Alors ça, c'est un peu le point le plus critique, parce que, oui, le en-ligne, c'est notre existence sociale. Mais justement, on nous dit, la liberté, c'est quoi? C'est tout d'un coup de se débrancher. C'est le grand luxe. Quand vous travaillez, vous avez toujours votre portable, non? Votre patron, vous l'appelez n'importe quand. Alors, est-ce qu'on peut s'extraire de l'emprise du numérique? Alors, j'ai repris un roman qui avait été assez connu, enfin considéré comme un roman moderne, Le Palude d'André Gide. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, hein, pour certains, c'est un berger qui s'appelle Tityre, comme le berger de Virgile, et qui veut se retirer dans son marais. Hein, et bon, il lui arrive avec plein de problèmes, parce qu'il y a des problèmes de santé, etc. Et alors, est-ce qu'on peut faire la même chose avec le numérique? Alors, j'ai pris un autre marais, et une autre expérience de personnes qui ont voulu se déconnecter de la société en allant dans un marais. Alors ce marais, c'est la zone humide de Notre-Dame-des-Landes. Ils ont essayé de se couper. C'est la même chose, vous êtes d'accord? Oui. Et bien sûr, ils ont eu du mal, parce que s'ils n'avaient pas eu le numérique, eh ben, ils auraient été écrasés par les forces de police. Et effectivement, ils ont essayé d'utiliser les réseaux pour se couper du monde. Hein. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas s'arracher au numérique. Hein. Et puis, alors ça, c'est la volonté de se couper du monde numérique. Mais le Sud, c'est pas simplement les vacances qu'on va passer, hein, pour déconnecter un peu. Le Sud, c'est aussi la frustration qu'éprouvent toutes les personnes qui vivent et qui ont l'impression de passer à côté de la réalité du monde. Alors, j'ai pris un autre exemple pour ça, c'est la frustration, le sentiment d'être hors ligne.
Hein, et je crois que le mouvement des Gilets jaunes exprimait tout à fait cette frustration. Et bien sûr, qu'est-ce qu'ils souhaitaient? C'était une reconnaissance. Et pour arriver à la reconnaissance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont été obligés de passer par les réseaux. Et c'est parce qu'ils ont réussi à se coordonner sur les réseaux qu'ils ont pu monter des manifestations et qu'ils ont pu passer aux 20h. Et donc on peut se dire, mais ça c'est formidable, parce que grâce à ça, ils ont pu faire connaître leur détresse. Mais faire connaître leur détresse, c'est pas une reconnaissance. Qu'est-ce qu'ils ont acquis? Ben, ils ont acquis une certaine visibilité, mais qui n'est pas la considération. Alors ça, bien sûr, ça montre bien toute cette difficulté. Donc vous voyez que cet antagonisme entre le en ligne et le hors ligne, il est extrêmement fort. C'est-à-dire que non seulement on ne peut pas s'affranchir du numérique, mais en plus de ça, ceux qui ne parviennent pas à être reconnus sur le numérique, ils n'arrivent pas, même par le numérique, à se faire reconnaître. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais conclure avec le troisième point. Je prendrai peut-être 10 minutes. Ça vous va, 10 minutes, un quart d'heure? Très bien, oui. C'est un peu à quelle sauce on va être mangé. Sa charité est ensorcelée et j'en suis la prisonnière. Ah. Donc, alors là, je voulais... Qu'est-ce qui se passe dans une session? Alors, bien sûr, quels sont les problèmes? Alors, je vais donner quelques exemples de travail de numérique. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un film, Ma femme a du crédit. Je vais juste... Ah, zut. Des yeux électroniques qui nous regardent en permanence. Vous arrivez à entendre? Oui. Aujourd'hui, Lulu veut me montrer la dernière trouvaille de la mairie. C'est ça que tu veux nous montrer? Bah oui. C'est l'écran là-bas. En fait, c'est un écran si tu traverses un feu rouge ou en voiture ou en personne. Et après, on te fiche sur l'écran. À quoi ça sert de ficher sur l'écran? C'est pour montrer tout le monde, d'ailleurs, que tu as fait quelque chose d'interdit. Et ça sert plus tard, tu perds les points. Tu perds les points. C'est qu'on reconnaît la personne. Les voitures, par contre, elles ne respectent pas là. Non, ils vont te ficher aussi, hein, c'est pareil. Hein. C'est pas que pour les piétons, hein, pour tout le monde. Donc, vous voyez ce qui se passe, c'est la femme orange. Et on fait honte à vous et vous avez des points en moins. Alors, si vous avez quelques points en moins, c'est pas grave, vous en avez beaucoup plus. Vous ne pouvez plus envoyer vos enfants à l'université. Enfin, c'est pour forcer les gens qui suivent les règles. Donc ça, c'est... Alors, celle-là, j'aime beaucoup. 3. L'intelligence artificielle peut aussi servir à vérifier si vos enfants ont fait leurs devoirs. Ça, c'est formidable. Oh là. C'est une réalité dans certaines écoles chinoises où des stylos intelligents surveillent les élèves. Alors, c'était pendant l'été, pour les départs de L'intelligence vacances. artificielle se glisse désormais partout, même dans les objets les plus banals du quotidien. On est content de ne pas En être Chine, enfant aujourd'hui. certaines écoles ont équipé leurs étudiants de stylos intelligents pour améliorer l'efficacité des élèves. Une nouvelle forme de surveillance qui inquiète assez largement en raison des potentiels abus d'une telle technologie. Le Pen surveille les élèves. Vous avez entendu le nom du stylo? Je suis pas sûr qu'il soit au courant de la politique française. Et dernière chose, voilà, vous connaissez celle-là peut-être? Ça c'est généré automatiquement. Françaises et Français, mes chers compatriotes, qui sème l'illusion, récolte la souffrance. Ivre de ma puissance nouvellement acquise, je vous ai roulé ma farine. J'ai franchi la ligne rouge. Je ne suis pas qui je suis. J'ai honte. Pardon, je vous demande pardon. Je ne recommencerai plus. Je m'en vais. Adieu. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec le numérique, on est capable de fabriquer n'importe quelle information. Et alors, ça c'est vrai depuis longtemps. Les Nubel, ça existe, mais le problème c'est que c'est plus simplement des dessins. C'est-à-dire ce que vous voyez, le film, les paroles que vous entendez, les mots que prononce quelqu'un, que vous voyez à la télévision, tout ça peut être totalement inventé. Et pire que ça,
non seulement c'est inventé, mais avec l'intelligence artificielle, on procède à ce qu'on appelle du profilage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va essayer de passer au crible toute la population et d'envoyer certains éléments d'information à des parties de la population qui sont susceptibles de réagir à ce type d'information. Ça veut dire qu'on vit dans une curieuse société, qui est une société dans laquelle il n'y a plus d'espace commun, parce que là où, avec le 20h, alors bon, moi je suis vieux, hein, mais quand j'étais petit, il y avait le RTF, c'était triste, c'était gris, etc. Mais tout le monde avait la même information, on en discutait ensuite le matin. Et puis aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus d'abord, il y a plein de chaînes de télé, mais maintenant, mon fils, il ne regarde même pas la télé, il regarde que les réseaux. Et donc, il a des informations dont j'ai aucune idée. Je lui dis, mais nous, est-ce que tu as entendu ça? Et lui, il l'a entendu. Donc, alors ça veut dire qu'effectivement, on a une drôle de société. Alors, pour essayer de comprendre, et ça, vous voulez comprendre les conséquences de l'intelligence artificielle, c'est les vieux, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de Marshall McLuhan. Vous savez, c'était un théoricien. Alors, c'était la période hippie. Et lui, il disait, les vieux médias, c'est les journaux, les livres, ça c'est dangereux parce que ça échauffe les esprits. C'est bizarre, hein, on n'est plus. Tandis que les nouveaux médias qui sont cool, c'est les médias électriques, ça va être équilibré. Et il disait un média, et il y avait une température des médias. C'est-à-dire que, alors pour lui, le chaud c'était le mauvais. C'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est l'inverse, le chaud c'est le bien. Un endroit chaud c'est un endroit où on va s'amuser. Ben non, pour lui, le chaud c'était le mauvais et le bon c'était le cool. Et il disait, les médias mauvais, c'est la radio, la télé, parce que non, pas la radio, pas la télé, la radio et les journaux, parce que ça sollicite un seul sens, ce qui conduit à une colère sociale très grande. Tandis que les médias cool, c'est la télé, parce que c'est équilibré. C'est drôle, hein? Alors, pourquoi je cite ça? Parce que, vous voyez, les nouveaux médias, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là où ces médias... Et ce qu'il disait, le 20h, c'était le tam-tam du village global. C'est le moment où tout le monde pouvait avoir la même information. Donc il disait, ça c'est bien, ça rassemble les hommes. Et bien aujourd'hui, on est dans une société opposée, hein, où les nouveaux médias sociaux accroissent la fragmentation de sociétés qui sont déjà fragmentées. Et ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Et sur le drame, c'est la disparition de l'espace. Et là, je cite un ouvrage de Jürgen Habermas, que vous savez que c'est un très grand philosophe qui a beaucoup travaillé sur la délibération collective. Il a été vu d'ailleurs par la communauté européenne comme une espèce de modèle, hein, pour arriver à se mettre d'accord sur des règles communes. Il a passé toute sa vie à ça, et il y a 2 ans, il a écrit ce livre, hein, en français, hein, Espace public, démocratie délibrative, le tournant, où il est très inquiet parce qu'il se rend compte qu'il y a une évolution de cet espace public lié aux réseaux sociaux, justement, là où on pouvait essayer d'avoir un espace public de délibération et donc essayer de se mettre d'accord, mais aujourd'hui, on n'en arrive plus. C'est l'échec de ça, il est extrêmement inquiet là-dessus, et je crois qu'il y a de quoi être inquiet. Vous voyez, le risque, donc, c'est pas la machine, c'est plus l'évolution de la société. C'est pas que la machine prenne le pouvoir, c'est que la société se transforme avec les ordinateurs. Alors, l'Europe a essayé de mettre en place un certain nombre de régulations. L'une de ces régulations, c'est le DSA. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Digital Service Act, c'est l'idée que la loi commune s'applique sur les réseaux. Vous savez que normalement, vous n'avez pas le droit d'inciter à la haine, vous n'avez pas le droit de faire l'apologie du terrorisme, hein, vous n'avez pas le droit de diffamer, etc. Et ces lois, en réalité, aujourd'hui, sur les réseaux, elles ne s'appliquent pas. Donc l'idée, c'est qu'on force à ce qu'elles s'appliquent. Le problème, c'est que lorsque vous avez Twitter, il y a 500 millions de tweets par jour. Donc vous ne pouvez pas avoir de censure. Donc comment faire? Alors, ça a été le gros problème. En France, on a eu la loi Avia, qui a juridiquement posé un certain nombre de questions. C'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel s'y est opposé, avec raison. Hein, parce que, et d'ailleurs, il était pour le principe de la loi Avia, mais contre son implémentation. Et là, en Europe, hein, on a cette loi qui est en action, hein, depuis août 2023. Hein, et théoriquement, donc l'idée, c'est que on ne doit pas pouvoir diffuser des choses qui sont contraires à la loi. Et on a vu malheureusement, en octobre dernier, juste après les massacres en Israël, hein, que Twitter
à diffuser un certain nombre de propagandes du Hamas dans toute la société. Et ensuite, Thierry Breton, peut-être vous en souvenez, était très en colère contre ça, parce que Twitter s'était engagé et Twitter a dit oui, mais nous on n'est pas la liberté d'expression, ce qui est le principe européen. Donc, comment faire? Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Et alors, le plus grave, c'est que le DSA, l'idée c'est de contraindre les très gros opérateurs qui ont plus de 45 millions d'abonnés. Alors pourquoi? Parce que 45 millions, ça correspond grosso modo à 10% de la population européenne. Alors donc c'est le cas de Twitter, mais ce n'est pas le cas de beaucoup de choses. Et en particulier, ce n'est pas le cas de Telegram. Or Telegram bien sûr a servi dans la masse. Il y a beaucoup plus de personnes qui utilisent Telegram, mais les abonnés officiels, il y en a beaucoup moins. Et donc Telegram est en dehors des mailles du filet. Voilà, tout ça pour vous montrer les difficultés. Puis il y a la régulation sur l'intelligence artificielle, alors qui a été lancée par... c'est à toute vitesse, parce que toutes ces régulations, elles ont été commencées avec Ursula von der Leyen, et donc ça fait juste quelques années, et donc ça a été signé, en action, et là, ça a été rédigé par le Conseil, la Communauté européenne, et puis ensuite c'est passé au Parlement européen, et puis ensuite bien sûr, le Conseil des ministres a pas voulu l'accepter. Ce qui fait qu'on ne sait pas quand est-ce que ça va être en service. Mais en tout cas, je voudrais essayer de vous montrer ce que c'est. L'idée c'est de se fonder sur le risque. Il y a 4 types de risques. Le risque inadmissible, le risque, donc ça c'est interdit, le risque élevé, c'est une très forte régulation, le risque modéré, on a des petites exigences de transparence, et le risque faible, il n'y a rien du tout. Alors, on va se demander qu'est-ce que c'est que ce risque? C'est un risque inadmissible. Il y a 3 choses. Les images subliminales. Voilà, c'est très 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 intéressant. Parce que vous savez ce que c'est les images subliminales? Non. Ouais, parce que dans les années 50, il y a un publiciste américain qui a dit on met tous les 25e de seconde un texte et ça va influencer et ça ne vient pas à la conscience. C'est pas la pub vous la voyez, parce que là vous ne le voyez pas. Donc ça fait très peur. Le seul problème, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est très populaire les images subliminales, ça a effrayé tout le monde, mais des psychologues ont essayé de reproduire les expériences de ce publiciste. Et puis, ça ne marchait pas. Alors, ils ont demandé, le publiciste a avoué, en 62, qu'en fait, il n'avait jamais fait ces expériences. Voilà, c'est incroyable, vous avez eu une recommandation de la Communauté européenne qui porte sur des choses qui n'existent pas. Alors, la deuxième chose, sur les systèmes de notation. On dit c'est interdit. Moi j'étais à une conférence à Saint-Raphaël l'an dernier, et j'entends un juriste très pontifiant qui dit non, c'est interdit, on n'a pas le droit, c'est inadmissible. Et je me dis mais c'est bizarre parce que quand vous prenez un crédit d'une banque, vous êtes noté, vous êtes d'accord? Alors, je lis le texte en détail, et puis là je me rends compte que, bien évidemment, tous les grands acteurs, ils ont fait du lobbying, ils ont joué de leur pouvoir d'influence, et donc ils ont obtenu des exceptions. Alors vous avez des exceptions pour les banques et pour les sociétés privées. D'accord? Et les seuls qui ne peuvent pas faire de lobbying, c'est quoi? Ce sont les États. Donc les autorités publiques n'ont pas le droit de faire de notation. C'est quand même bizarre, ça veut dire que c'est vraiment une machine à broyer les États, mais pas les sociétés privées. Et alors là, je me suis rendu compte qu'il y avait, alors j'ai écrit un petit texte là-dessus, qu'il y avait un système de notation qui est très impopulaire, et pourtant qui est assez efficace. Et qui utilise de l'intelligence artificielle, vous le connaissez tous. De la France. C'est Le vote des États, non? Non? Non, c'est sur les citoyens. Mais c'est le permis à points. D'accord? Le permis à points. Et ouais, et normalement il va être interdit. Alors, bien sûr, on pense que non, mais c'est pour vous donner une idée quand même qui n'est pas pensée à ça. C'est incroyable. Et puis la troisième chose, c'est la biométrie en temps réel. Alors la biométrie en temps réel, c'est bizarre parce que on dit c'est interdit. Mais bien sûr, il y a une biométrie en temps réel qui va être utilisée pour les Jeux Olympiques, qui sont les mouvements de foule. C'est de la biométrie, puisqu'on fait un temps. Donc encore, tout ça pour que vous compreniez que cette loi, c'est des centaines de pages, c'est extrêmement lourd. Et en même temps, elle ne peut pas s'appliquer, elle est pleine d'exceptions, elle est totalement absurde. Puis on va terminer en disant, maintenant, quels sont les risques faibles? Alors il y a 2 types de risques faibles, c'est les filtres à spam. Alors ça veut dire, c'est quoi? C'est le fait que vous avez un outil
qui élimine un certain nombre de messages. Alors ça, on vous dit, ça pose aucun danger. Bon, pour moi, c'est quand même de la censure. Hein, ça peut être problématique. Hein, parce que vous voyez, Orange, par exemple, vous êtes chez Orange, et bien ils vont éliminer tous les messages qui concernent Orange. Hein, je n'ai rien contre Orange, hein, mais c'est juste... Et puis, deuxième chose, les jeux vidéo. C'est un exemple de choses à risque faible. Pour moi, les jeux vidéo, c'est quand même... ça provoque des addictions, c'est absolument... Oui. Alors, dernière chose qui était cocasse, c'était les chatbots. Hein, parce qu'au début, dans la première version, lorsque la communauté européenne a remis sa copie en 2022, ils ne parlaient pas de chatbots. Ils disaient, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de problème, etc. Et puis ensuite, il y a eu, quand le Parlement s'en est occupé, novembre 2022, il y a eu le cataclysme de ChatGPT. Alors là, tout d'un coup, on s'est mis à rajouter des articles de loi sur les chatbots. Tout ça, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement faire des choses avec le passé. Alors, terminer sur la charité ensorcelée que j'avais évoquée au début, la charité ensorcelée des géants du web. Alors je vais parler de Neuralink, il veut nous aider, c'est charitable, mais on peut s'inquiéter quand même de ce qu'il y a derrière. Parce que vous avez compris, s'il nous met des puces dans la tête, et que c'est lui qui décide de ce qu'il y a dans les puces, lui-même, vous avez vu, il a dit, on ne veut pas, et il a signé le moratoire contre ChatGPT, puis il a dit, parce que ChatGPT est trop woke, puis 2 semaines après, il a dit, mais moi je vais vous donner un ChatGPT correct, qui va dire la vérité, true GPT. C'est la Pravda, selon lui. C'est quand même, ça fait peur, vous voyez. Puis on va continuer. IBM a annoncé en 2020, après le mouvement Black Lives Matter, qu'ils voulaient se désengager de la reconnaissance faciale parce que, selon eux, elle servait au profilage racial et qu'il fallait qu'il y ait une réforme de la police, que c'était inadmissible. Donc il a dit, on ne fait plus de reconnaissance faciale. Vous êtes d'accord? Moi, je ne sais pas, peu importe. Ce qui est très intéressant, c'est que donc nous, on fait un rapport sur la reconnaissance faciale en ce moment dans le cadre du comité d'éthique du numérique, et donc on avait mentionné le truc d'IBM. Et donc, la dernière version, une collègue lit le truc et elle me dit, mais vous n'avez pas vu que IBM vient de signer un contrat en août 2023, le 1er septembre 2023, c'est pas vieux. Ils viennent de signer un contrat avec de 69,8 millions de dollars avec le gouvernement britannique pour créer une plateforme biométrique dotée de fonctionnalités de reconnaissance faciale. C'est ça la charité ensorcelée. Je ne sais pas si vous avez fait. Et puis, bon, même chose sur Clearview, etc. Et le fait, dernier point, que ces grands acteurs de l'Internet, ils souhaitent exercer à la place des États un certain nombre d'attributs de la souveraineté. Alors pour conclure, je voudrais conclure sur l'éthique. J'ai 2 allégories qui me semblent très importantes, qui sont la loi, Thémis, avec un bandeau pour être impartial, et puis une balance pour être équitable. Et donc effectivement, l'éthique, c'est certainement la justice. Et puis une deuxième, c'est la prudence. La prudence, c'est le fait de regarder. Alors, il y a 2 attributs, c'est le serpent, c'est la connaissance, et puis c'est le miroir, pour regarder dans le passé. Et justement, l'éthique, c'est à la fois l'un et l'autre, mais c'est pas seulement l'un et l'autre. L'éthique, c'est pas la seule prudence. Alors, on peut essayer, et beaucoup de scientifiques travaillent pour essayer de faire des systèmes qui soient fiables, ce qu'on appelle trustworthy AI, le système digne de conscience, c'est ça. C'est pas la seule loi, il faut appliquer les lois, bien sûr. Il faut que les systèmes se conforment aux lois qui existent, mais c'est pas seulement ça. Je crois que l'éthique, ça se pense aussi face à l'inattendu, face à ce qu'on appelle le chaos. Le chaos, c'est ce qui arrive inopinément. Alors, on l'a vu, je crois, malheureusement, ces quelques dernières années, avec tout ce qui est advenu, je pense à la pandémie, je pense à l'incendie de Notre-Dame, je pense à la guerre en Ukraine, je pense aux massacres qui se sont produits le mois dernier. Tout ça, donc, montre que, bien sûr, l'éthique, c'est pas simplement d'avoir des règles, c'est pas simplement d'être capable de tirer parti de l'expérience passée, même si c'est important, mais c'est aussi, justement, l'attitude face au chaos, l'imprévisible. Bon, c'est le chaos, c'est au sens mathématique, c'est l'étude des systèmes dynamiques qui sont instables, ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est une petite perturbation a un effet considérable. Et je voulais citer comme conclusion Jacques Derrida, qui, dans une conférence qu'il a prononcée en 1994 à la Sorbonne, après
la chute du mur, il était invité avec Alain Minck. Et on leur a dit, donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui vient? C'est ce qui vient. Alain Minck, il a fait un merveilleux exposé de prospective en fonction de ce qui arrivait. Et Derrida, il a dit, mais je vous parlais philosophiquement. Il disait justement, c'est le chaos, c'est la forme de tout avenir comme tel. Et il dit, c'est justement ça, il faut être capable de prendre en considération cette imprévisibilité des choses. Et c'est ça, justement, l'éthique, ça se passe par rapport au temps. Et alors, il termine Derrida par quelque chose d'amusant. Il y a une étymologie grecque fallacieuse qui rassemble, fantaisiste, qui rapproche chaos, le chaos, de keino, qui est la bouche ouverte, la bouche bée, comme ça. Et il dit justement, l'éthique, c'est de ne pas rester mutique face à l'imprévisible. Voilà, je vais conclure là-dessus. Super. Bon. Avez-vous des questions? Je vois quelqu'un tout derrière. Cherche l'IO. Sur quoi? Sur l'IO. Sur les l'IO. C'est quoi ça? C'est quoi? L'IO, c'est l'organisme d'intelligence. C'est ce qui va suivre après l'IA. Ah, ce qui va suivre. Alors, je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Parce que moi non Il y a une plus. société américaine qui a développé des systèmes organiques. Organoïdes. Organoïdes, ah oui, alors voilà. Alors les organoïdes, ça c'est quelque chose de particulier, mais ça relève plus de la biologie. C'est-à-dire qu'on essaye de faire avec des techniques classiques, par exemple, on essaye de faire des assemblages de cellules qu'on fait croître, qui correspondent à certains organes. Par exemple, effectivement, on fait des cerveaux, alors en fait on fait pousser quelques cellules nerveuses, avec l'idée que si on a des cultures de ce type-là, on va pouvoir réparer les individus. Mais c'est pas du tout du même ordre que l'intelligence artificielle, même si ça se développe. C'est ça. Moi, je vois La société Frontier développe ce type d'organisme. Oui, tout à fait. Et sont prêts à prendre le relais. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est vraiment plus du côté biologique. Parce que l'intelligence artificielle, c'est vraiment au départ fondé sur les résultats de l'informatique. Et d'ailleurs, ça accompagne la vie de l'informatique depuis presque le début. D'abord, l'intelligence artificielle, ça fait suite à la cybernétique. Donc, je ne sais pas si vous savez, la cybernétique, ça naît en 1943, avec deux articles importants. L'un est un article qui a été écrit par McCulloch et Pitts sur une modélisation du cerveau, avec les réseaux de neurones artificiels. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui est toujours utilisé aujourd'hui. Et puis le deuxième, ce sont les systèmes dits téléologiques, ça vient de téléos, c'est des systèmes qui se régulent automatiquement. Et ça va donner naissance à beaucoup de discussions, de débats, et des ponts interdisciplinaires entre l'ingénierie. Alors à l'époque, en 1943, il n'y a pas d'ordinateur encore. Donc ce sont des systèmes qui font du calcul. Donc l'ingénierie, la logique, parce que les premiers réseaux de neurones formels, on montre qu'ils peuvent être utilisés pour réaliser n'importe quelle fonction logique, et la logique, c'est les lois de la pensée. Et puis aussi, comme ce sont des systèmes de régulation, la biologie. Et puis aussi la politique, parce que derrière, il y avait l'idée que les grands mouvements de masse, on pouvait les comprendre avec ces lois générales. Donc c'est la naissance de la cybernétique qui va avoir une très grande influence dans toutes les années 50, jusqu'à la fin, au milieu des années 50, où là, c'est l'intelligence artificielle qui naît. D'ailleurs, pour des raisons souvent de personnes. C'est-à-dire qu'on pense quand même que, en tout cas, il y a des textes qui laissent entendre que John McCarthy, qui était un jeune matheux, s'entendait pas très bien avec Norbert Wiener, et donc c'est un peu la raison pour laquelle ils ont essayé de monter une autre discipline. Enfin voilà. Oui. Oui, madame. Je me demande qui surveille les gens qui écrivent ce genre de lignes de code ou qui programment les intelligences artificielles, parce que j'imagine que quelqu'un doit programmer ça. Parce que, au final, si on se fait implanter des machins dans le cerveau, il peut nous faire croire ce que lui veut bien qu'on croit, ou faire comprendre ce que lui veut qu'on comprend. Ouais. Alors, qui surveille ça? Alors, la première chose, c'est qui est-ce qui
fait les programmes d'intelligence artificielle, sont des informaticiens. Hein. Alors bien sûr, ensuite, ils utilisent de l'apprentissage machine, mais au départ, c'est eux qui configurent. C'est que la machine, elle n'apprend pas tout. Hein. Il faut bien décider de leur organisation d'ensemble. Hein. Et donc tout ça, c'est un gros travail. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs qui travaillent sur ce sujet-là. Hein. Alors on sait, par exemple, sur Saclay, hein, il y a plein de gens, chez nous, il y a plein de gens. Puis aux États-Unis, il y a très très gros laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus. Mais ensuite, bien sûr, vous faites allusion au projet d'Elon Musk, hein, qui est de mettre des puces dans la tête. Et alors là, bien sûr, c'est terrifiant. C'est-à-dire que si ça marchait, c'est vrai qu'on serait surveillé en permanence. Hein, et c'est moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que les comités d'éthique ne se manifestent pas de façon beaucoup plus virulente contre ce qui serait le pire des espionnages. Vous voyez, on nous parle de la vie privée. Hein, et vous avez une régulation pour la protection de la vie privée. Et beaucoup d'entre nous pensons que c'est bien. Encore que, vous voyez, il y a une tension, parce qu'il y a des aspects qui concernent notre vie privée, mais qui en même temps sont utiles à l'organisation de l'État. Par exemple, nos déplacements avec nos passes Navigo, bon, bien sûr, si on utilise ça contre nous, c'est désagréable, mais en même temps, c'est important que l'État puisse avoir une vue d'ensemble des déplacements individuels, parce que s'il veut faire de la planification, c'est extrêmement important. De même, nos données de santé. On ne veut pas qu'elles soient utilisées contre nous, pour que notre patron sache qu'est-ce qu'on a comme maladie. Mais en même temps, c'est utile que les médecins puissent avoir une idée de ces données de santé qui sont par définition individuelles pour faire des progrès à la médecine. Donc ça, c'est la vie privée. La vie privée, ça naît, enfin, l'idée de la vie privée, elle est née relativement tardivement, elle est née à la fin du 19e siècle, avec les célébrités qui ne voulaient pas que les journalistes fassent intrusion dans leur maison. C'est parce qu'ils prenaient des photos, etc. Puis après, ça a pris un tour particulier à la fin au début du XXe siècle avec le totalitarisme, où là, tout le monde, enfin la vie de tout le monde pouvait être espionnée. Mais ce que nous dit Elon Musk, c'est quelque chose d'autre. C'est pas la vie privée, c'est l'intimité. C'est-à-dire la pensée intérieure. Vos données de santé, c'est personnel, mais c'est pas intime en sens où c'est pas votre vie intérieure. De même, vos déplacements, même s'ils disent beaucoup de choses sur votre comportement, c'est pas la même chose que la vie intérieure. Tandis que ce que prétend Elon Musk, c'est pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de nos pensées. Donc moi, je trouve que c'est terrifiant, cette idée qu'on puisse faire intrusion comme ça. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand Mark Zuckerberg, vous savez qu'il était élève à Harvard, il a présenté son projet d'interface cerveau-ordinateur. Et là, des juristes lui ont dit, mais vous violez le second amendement de la Constitution, je ne sais pas si c'est le second, enfin un amendement de la Constitution américaine qui dit qu'on ne peut pas témoigner contre soi-même. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met ça, le risque, c'est que vous puissiez avoir la révélation de choses que vous pensez et qui seraient à l'opposé de votre volonté. Donc, Madame. Oui, bonjour. Je voulais savoir, vous avez assimilé deux choses. D'abord la conscience avec l'intelligence, et je ne suis pas sûre qu'en tant que philosophe, vous l'avez dit à un moment, vous avez dit conscience et intelligence, enfin, vous avez associé les deux et ça me gênait un petit peu. L'autre chose, il y a d'autres choses. Deuxième chose, le numérique pour moi est différent peut-être, c'est vous qui allez me dire, de l'intelligence artificielle, puisque le numérique est de l'informatique, alors que l'intelligence artificielle, vous n'avez pas parlé du machine learning, qui est aussi la machine qui s'auto-éduque. Or, c'est peut-être plus de ça dont on doit voir que simplement l'utilisation que font les humains du numérique. Or, l'homme a toujours détourné tout ce qu'on a trouvé contre lui-même. Mais la machine learning, c'est ça qu'il faut... Et dernièrement, les puces existent déjà un peu, le cerveau interface machine existe déjà, puisqu'on fait marcher des tétraplégiques en leur mettant des puces, et faire voir aussi, ou du moins, par rapport à des aveugles, par des machines mises dans le cerveau. Donc, je pense que, voilà, numérique et intelligence artificielle... Non, mais les trois points, je vais essayer de les discuter. Alors, le premier, effectivement, peut-être que j'ai été un peu rapide, mais j'ai pas dit que c'était la même chose, la conscience. Alors, si je l'ai dit, je vous prie de m'en excuser, parce que c'est pas du tout, bien sûr, c'est pas du tout la même chose. Et la notion de conscience, elle est très polysémique, comme la notion d'intelligence. Mais en même temps, c'est très différent. Et bien sûr, vous pouvez, lorsque vous voyez une machine fonctionner, lui attribuer un esprit, c'est une forme de conscience, mais c'est une projection. C'est ce qui se produit. Et les interfaces, homme-machine, ils sont tous conçus sur cette notion de projection. Donc ça, c'est le premier point. Et vous avez une deuxième conscience qui est la réflexion.
C'est le fait, ou c'est le fait que vous prenez conscience, vous voyez quelque chose, puis vous avez conscience de la chose que vous voyez. Ouais, et donc on peut se demander quels sont les mécanismes qui sont à l'origine de cela. Et il y a des travaux de neurobiologie là-dessus. Et puis le troisième aspect, c'est l'émotion elle-même. Alors là, bien sûr, vous pouvez simuler une machine, vous pouvez fabriquer une machine qui simule la réflexion, il y a une machine qui s'observe elle-même. Mais en revanche, avoir une machine qui éprouve une émotion, ça c'est quelque chose, on ne sait pas ce que ça veut dire. Mais on ramène toujours tout aussi à l'homme, puisque tout ce que vous dites sur les émotions, sur l'intelligence que vous avez décrit au départ, la grande ligne, peut aussi s'appliquer. Non, mais justement, sur les animaux, c'est bien ça. C'est pas avec l'homme, parce que si vous faites une machine qui a une émotion, qu'est-ce que ça voudra dire l'émotion? Parce que nous, on aime plutôt l'eau, parce que c'est plutôt bon pour nous, mais une machine, ça devrait être un grand poison, donc elle devrait détester l'eau. Et de façon plus générale, je ne sais pas s'il y a un article qui a été écrit par un philosophe qui s'appelle Thomas Nagel. Le titre de l'article, c'est « What it is like to be a bat ». Qu'est-ce que ça vous ferait d'être une chauve-souris? Et justement, à ce moment-là, il disait, mais essayez d'imaginer ce que serait votre conscience si vous étiez une chauve-souris. Vous percevez le monde que par les ultrasons, vous passez la moitié de votre journée avec les pieds pendus dans une grotte, vous volez la nuit, et dit, ça, c'est difficile à imaginer. Et donc, en fait, il dit ça parce qu'il dit on ne peut pas objectiver les phénomènes conscients. Et ben, sur la machine, c'est exactement la même chose. D'abord, est-ce qu'une machine peut être consciente? Au sens là, c'est très difficile. Mais en plus, qu'est-ce que ce serait la conscience de la machine? Enfin, pour répondre à votre question sur les animaux, alors la question du numérique, ça c'est une autre question. Qu'est-ce que c'est que le numérique? Parce que le terme est très ancien. Et il voulait dire lié au nombre. Mais à partir des années 2000, il a désigné quelque chose de très particulier. C'est la société transformée par l'utilisation des réseaux. Moi, quand j'ai commencé, on faisait de l'informatique. On avait des ordinateurs. Et le numérique, c'est venu à ce moment-là. Parce qu'effectivement, c'est cette transformation sociale qui est consécutive à l'utilisation des réseaux. Alors, c'est le web. Alors, bien sûr, ce n'est pas l'intelligence artificielle. Et en même temps, comme je vous l'ai dit, l'intelligence artificielle, il prend une part déterminante. D'abord parce que le web est l'intelligence artificielle, mais aussi parce que l'économie du web, pas seulement au sens où je l'ai déterminé tout à l'heure avec l'hypertexte, mais parce que l'économie du web, c'est... je sais pas ce qui s'est passé. L'économie du web est directement reliée à la publicité ciblée. C'est-à-dire, pourquoi c'est gratuit lorsque vous utilisez un moteur de recherche? Parce qu'on est capable de savoir, à partir de ce que vous avez laissé, des requêtes que vous avez posées, qu'est-ce que vous désirez, et donc à ce moment on peut faire de la publicité qui va être ciblée, donc qui va être très rentable parce que vous allez avoir beaucoup plus de chances de cliquer. Et peut-être, si vous vous souvenez, les premiers moteurs de recherche, on avait de la publicité, et c'était un peu comme les salles de cinéma de province avec des annonces dans tous les sens, on ne voyait rien. Et donc le taux de retour était très faible, donc les annonceurs ne voulaient pas payer. Donc tout ça pour dire qu'il y a un lien direct entre l'intelligence artificielle et le numérique. Un lien un peu consubstantiel. Alors sinon, l'intelligence artificielle que j'ai essayé de vous montrer, c'est que c'est beaucoup plus ancien c'est assez ancien. Au début, on utilisait de la logique, on a fait des systèmes qui faisaient des raisonnements, etc. Et puis, ensuite, on a essayé d'utiliser de l'apprentissage, c'est-à-dire de prendre des exemples. Mais les autres systèmes existent toujours. C'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait feu de tout bois. C'est-à-dire que ça utilise les vieilles techniques et les nouvelles techniques. Et bien sûr, pour simplifier, on parle de l'apprentissage, mais d'abord, il n'y a pas un seul type d'apprentissage, il y a plein de formes d'apprentissage. Mais en plus de ça, ces formes d'apprentissage, elles font appel à d'autres techniques d'intelligence artificielle. Et cet apprentissage, c'est un projet qui est très, 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 très ancien. Par exemple, vous voyez, moi, j'ai fait ma première thèse sur les systèmes à base de connaissances en 83, et à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur l'apprentissage. Et on avait écrit un article dans un pavé qui s'appelait Machine Learning en anglais, et mon patron, il avait monté des journées françaises d'apprentissage. Donc vous voyez que ça fait quand même très très longtemps qu'on travaille sur ces questions-là. Donc vous avez raison, c'est différent, le sens est différent, mais en même temps, il y a quand même un lien direct entre le numérique et l'intelligence artificielle. Mais je vous remercie, c'est vrai qu'allant un peu vite, j'ai été obligé de... Et le troisième point, c'était sur
Pardon? Le machine learning, est-ce que vous venez d'y répondre? Ouais. Il y avait les puces dans les qu'on met dans Ah oui, la- alors les puces, alors ça je l'ai un peu dit, mais je suis allé un peu vite aussi parce que j'ai été un peu pressé. Mais quand je vous ai présenté ce que faisait Zuckerberg, je vais vous le remontrer parce que c'est vrai que c'est important. S'il y a eu un malentendu là-dessus, il faut le dire là, ici. Vous voyez que ici j'ai commencé à vous dire, j'ai parlé des interfaces cerveau-ordinateur. Et j'ai dit, on peut avoir des applications qui sont extrêmement utiles. Par exemple, pour essayer de réhabiliter des personnes après des AVC, pour faire communiquer des emmurés vivants, des personnes qui ne peuvent plus communiquer. Donc tout ça c'est intéressant, positif, et il y a des applications. Puis on sait bien sûr que, par exemple, les implants cochléaires, ça permet à des enfants qui naturellement auraient été sourds de parler. Et donc de vivre à peu près une vie normale, même s'ils perçoivent que très très peu de signal, mais ils peuvent communiquer, et donc ils sont plus sourds-muets. Donc tout ça c'est extrêmement positif. Mais ce que j'ai évoqué ici, bien sûr, c'est le projet délirant de Mark Zuckerberg. Mais plus généralement, ce que ça veut dire, c'est que là, j'ai pris ça comme exemple, mais vous en auriez plein d'autres. C'est-à-dire que vous avez des technologies qui peuvent avoir des applications positives et puis qui peuvent avoir des modes d'appropriation qui sont extrêmement problématiques. Et c'est ce que j'ai voulu dire à la fin. Alors, bon, bien sûr, il faudrait plus de temps pour l'expliquer mieux. C'est que la difficulté, c'est que souvent, on regarde l'intelligence artificielle avec les yeux du passé. C'est ça, prudence. Bon, c'est bien, bien sûr, de tirer parti de la leçon de l'expérience, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi regarder qu'est-ce qui va se passer. Parce que souvent, il y a des utilisations des technologies qu'on n'imaginait pas. Certaines sont positives, donc il ne faut pas interdire toutes les utilisations des technologies, mais certaines peuvent être démoniaques. Et à ce moment-là, il faut avoir la capacité, collectivement, de refuser certains usages de ces technologies. Mais on ne sait jamais. Toute découverte a toujours eu un côté tout à positif fait, et négatif. tout à fait. On n'a jamais pu malheureusement empêcher la... On peut pas l'empêcher, mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut être vigilant. Voilà, c'est ça. La leçon, c'est ça la conclusion sur le présent, c'est il faut être toujours vigilant, il ne faut jamais avoir confiance, mais en même temps, il ne faut pas s'inquiéter de fantômes. Voilà. Oui, mais vous avez raison. C'est pour ça que je parle du présent et du chaos. Autre question? Oui, monsieur? Merci pour votre présentation. Peut-être pour revenir sur l'intervention de madame, j'aimerais savoir, avec votre regard sur l'histoire, est-ce qu'on a un cas où l'éthique ou la justice a freiné une révolution technologique? Si oui, un exemple. On peut dire quand même que... Alors, est-ce que c'est une révolution technologique? On a des applications de certaines technologies qui n'ont pas été faites pour des raisons éthiques. Alors par exemple, bon, sur les armes, on sait que les gaz toxiques, par exemple, ont été interdits, mais ils ont été employés pendant la guerre de 14. Après, il y a eu relativement peu d'emplois. Il y en a eu malheureusement en Irak, etc., mais relativement peu. De même pour certaines armes. Et puis en biologie, vous voyez que CRISPR-Cas9, on peut l'utiliser pour beaucoup de choses, et il y a eu quand même des freins énormes. Le clonage... a priori, quand même, ça a été énormément ralenti. Vous avez eu des essais en Chine il y a quelques années, mais vous avez bien vu que ça a fait l'objet d'un certain nombre de freins. Alors, est-ce que ça va être définitivement arrêté? Je n'en sais rien, mais il faut être toujours très vigilant, parce qu'il y a des tentatives de cet ordre-là qui sont toujours présentes. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il faut être en permanence en alerte. Je crois que c'est ça. Il n'y a jamais rien qui est donné. Et il ne faut pas faire confiance. Il ne faut pas faire confiance dans les grands industriels, parce que vous avez vu qu'ils ont beau être très connus, avoir des réussites historiques, ils sont extrêmement... ils peuvent être extrêmement pernicieux, parce qu'ils vivent dans un monde un peu... Enfin, moi, j'en ai croisé quelques-uns. Ils sont complètement à côté de la réalité. Et puis, il y a une espèce de démesure. C'est l'hubris. C'est-à-dire qu'à 25 ans, ils avaient le monde à leurs pieds. Alors, bon, ils ont le sentiment qu'on peut tout changer. Et puis, une vision très élitiste aussi. Alain? Bonsoir. C'est juste pour demander, du coup, est-ce que vous pouvez donner une définition concrète des
Pancarte des Dunes, la Rose des Vents, et quelle utilisation vous pourrez en faire au quotidien dans notre utilisation du numérique. Merci. Ouais. Ben, l'idée de cette Rose des Vents, c'était de rendre compte de tout l'imaginaire qu'il y a autour du numérique. Hein, donc, il y a à la fois, bien sûr, donc ces 4 points, il y a 2 axes, c'est en ligne et hors ligne, hein, c'est-à-dire l'existence sociale qui est très dépendante aujourd'hui de notre présence sur les réseaux. Hein, et donc, à l'opposé, le fait que, à la fois, on veut quelquefois ne plus être sur les réseaux, hein, c'est le hors ligne volontaire, et puis aussi hein, le sentiment de délaissement, hein, d'abandon, hein, qu'ont les personnes qui ne sont pas présentes sur les réseaux, en tout cas qui n'accèdent pas sur les réseaux à la reconnaissance qu'ils auraient souhaité. Donc ça c'est un premier axe, et le deuxième axe, hein, c'était sur la vie, parce qu'il y avait deux choses qui me semblaient intéressantes. C'est d'une part cette idée un peu folle, hein, qu'on va poursuivre notre existence au-delà de la vie biologique. Donc bien sûr c'est excessif, hein, c'est de l'ordre de l'imaginaire. Et vous voyez, c'est du côté de l'ouest. L'ouest c'est le soleil couchant, c'est la fin du monde, hein, c'est la Californie, hein, on peut dire ça. Et puis l'est c'est le soleil levant, c'est en même temps cette réflexion sur qu'est-ce qui est en train de naître aujourd'hui. C'est pour ça que je t'ai dit, ce qui se produit, c'est que les notions, la société, hein, le lien entre les hommes change avec le numérique. Et ça, je crois que c'est intéressant, enfin en tout cas, il me semblait que de façon imagée, ça permet de mieux comprendre ces différentes dimensions qui sont liées au numérique. Et par le numérique, vous voyez qu'il y a des liens chaque fois avec l'intelligence artificielle. Et c'est pour ça que j'avais parlé de la réontologisation, hein, et du fait que toutes ces notions se transforment. D'ailleurs, dans mon livre, par exemple, l'amitié, c'est intéressant parce que je fais un parallèle très précis avec ce que dit Aristote sur l'amitié et puis l'amitié sur les réseaux. Parce que lui, par exemple, il vous dit qu'il y a différents types d'amitié. Il y a l'amitié par intérêt professionnel. Il y a l'amitié par passion commune. Par exemple, les gens qui aiment la chasse. Il y a l'amitié profonde, enfin le fait que... Et ben on retrouve la même chose sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous avez des réseaux sociaux par intérêt professionnel, comme LinkedIn, vous avez des réseaux où on a des passions communes, hein, par exemple les philatélistes, hein, ou les collectionneurs de telle ou telle chose. Et puis, alors après, est-ce que une véritable amitié, c'est-à-dire le faire, lui en plus il caractérise l'amitié, il dit justement on ne peut pas avoir beaucoup d'amis parce qu'il faut passer du temps avec les amis, hein, et c'est le plaisir qu'on a d'être ensemble justement, en étant désintéressés. Hein, alors est-ce que ça peut continuer à exister avec le numérique? Ben ça c'est la grande question. Bien sûr, alors après j'ai fait la même chose sur d'autres notions comme la confiance, l'évolution de la confiance, l'évolution l'évolution de la culture aussi. Est-ce que la culture, hein, c'est la même chose aujourd'hui que ce que c'était il y a un certain nombre d'années? Est-ce que l'esthétique, est-ce que c'est la même chose? Vous voyez, par exemple, je me suis intéressé à, peut-être que vous avez entendu parler, quelqu'un qui s'appelle Walter Benjamin, un philosophe, dans les années 30 du XXe siècle, a écrit un article qui a eu beaucoup de succès, où il parle du statut de l'œuvre d'art à l'époque de la reproductibilité technique. Il dit la photo change le statut de l'œuvre d'art. Ben, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que non seulement, bien sûr, on reproduit tout extrêmement facilement, mais on produit. C'est l'intelligence artificielle générative. Est-ce que ça ne change pas le statut de l'œuvre d'art? C'est une question. Enfin voilà, ce sont toutes ces questions, je crois, qu'on peut ouvrir, hein, avec. Hein, c'est une espèce de clé d'entrée, hein, sur ce moment. Alain? D'une part, je me posais des questions sur le fait, enfin, je ne sais pas si j'ai bien compris qu'on peut mettre une puce dans le cerveau, puis un aveugle peut voir, c'est ce que vous avez dit? Non, enfin, pas exactement. Non. Mais enfin, il y a quelque chose comme ça, enfin, que ça donnerait en tout cas, augmenter le cerveau. Ça donner des capacités, d'autres capacités. Mais là, je me posais des questions. Est-ce qu'il peut y avoir continuité entre de la matière inerte, disons, et puis la matière vivante? C'est ça la question que je me posais. Mais vous avez bien raison de vous poser cette question. Parce que quand même. Non, mais je vais répondre à cette question. D'abord ça. Bien sûr que ce que nous raconte Elon Musk, c'est absolument pas fondé.
Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est que sa société Neuralink, il l'a montée en 2016, et tous les 6 mois, il nous donne une vidéo pour nous dire qu'on fait des progrès considérables. Et quand on regarde cette vidéo, il ne fait que des interfaces cerveau-ordinateur. Et les interfaces cerveau-ordinateur, c'est en réalité capter les ondes électromagnétiques qui sont corrélées à l'activité du cerveau, et ensuite essayer de les corréler à la volonté. Et à partir de ça, on peut faire de la commande. C'est ce qui se passe avec tous ces outils-là. C'est d'ailleurs très difficile à mettre en œuvre, ça pose plein de problèmes. Donc ça, c'est la lecture de ce qui se passe dans le cerveau. Mais ensuite, la question qu'il faudrait poser, c'est celle de l'écriture. Parce que lui, il nous dit, je vais pouvoir vous rentrer des informations dans le cerveau. Or ça, on ne sait absolument pas comment faire. Et alors, pire que ça, ça veut dire qu'il nous dit, une mémoire, c'est juste un dispositif de stockage d'informations. Ah oui. Mais une mémoire, c'est pas ça. Les psychologues nous expliquent qu'il y a au moins 3 composantes. Il y a l'encodage, oui. Il y a la consolidation, le travail nocturne, le rêve, qui fait que les choses se transforment. Vos souvenirs, ils évoluent avec le temps. Et puis ensuite, il y a l'accès. Or, bien sûr, aucune de ces fonctions de la mémoire ne sont évoquées ici. Prises en compte. C'est-à-dire qu'il prend la mémoire au sens d'un dispositif de stockage d'informations, mais qui est une réduction incroyable. Donc, bien sûr, tout ça, du point de vue scientifique, est absolument pas fondé. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si c'était vrai, ce serait absolument terrifiant. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on puisse nous mentir à ce point-là. C'est ça qui est sans vergogne. Voilà. Ta deuxième question? Oui, là, enfin, ça m'est venu juste parce que à l'instant, là, vous avez fait allusion à l'art, etc. Enfin, on a parlé un peu de l'art. Ça me fait penser que, bon, pour connaître un peu la musique, les partitions, etc., parce que c'est qu'un langage musical, ce que c'est qu'une création musicale par un compositeur, effectivement, là, bon, là évidemment, je ne peux pas donner d'exemple précis, mais c'est absolument impossible. Enfin, on ne peut pas imaginer un ordinateur qui va produire du Mozart, c'est absolument impossible. C'est totalement impossible. Ça risque d'être du Mozart. Oui, mais c'est du faux Mozart, quoi. Oui, c'est ça. Mais, disons, on peut avoir un ordinateur qui produise quelque chose qui ressemble un peu à du Mozart. Oui. Ah oui, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut avoir un ordinateur qui est imaginatif au sens où Mozart l'a été, qui crée quelque chose de nouveau? Ça, c'est la grande question. Pour l'instant, avec les outils qui existent, on peut avoir des artistes qui prennent ces outils et qui font quelque chose d'intéressant. Mais je pense que ce qui est en train de changer, c'est le fait que vous prenez, par exemple, vous voyez, il y a une équipe qui s'appelle Obvious. Ce sont des informaticiens qui sont à Sorbonne Université, justement. C'est des jeunes collègues qui ont fait des tableaux avec des outils du numérique. Alors, ils ont fait des faux Rembrandt. Ils ont appelé ça la famille Bellamy. Et ils les ont vendus, en particulier, il y a un tableau qui s'appelle Édouard de Bellamy qui a été vendu plusieurs centaines de milliers de dollars ou de livres chez Christie's. Et donc, est-ce que ça veut dire que c'est de l'art? Non, enfin, je crois que ce qui trouble avec ça, c'est la potentialité, c'est le fait que vous avez un objet, mais on peut, avec la machine, en produire une infinité. Et donc, c'est le statut de l'œuvre. C'est pour ça que je dis que c'est intéressant de reprendre l'approche de Walter Benjamin, mais dire c'est pas la reproduction technique de l'œuvre elle-même, c'est la production de l'œuvre, et c'est le vertige qu'on a face à ça. Mais c'est vrai que du point de vue pictural, par exemple, je ne sais pas si vous avez vu les tableaux La famille Bellamy, je ne les ai pas là, mais c'est pas du tout intéressant entre nous. Informatiquement, on peut reproduire un style. Voilà, mais le style, c'est quelque chose qui a déjà... C'est-à-dire qu'en fait, on s'est inspiré de quelque chose qui existe et on le fabrique. De même en littérature, on fait du faux Proust. Bon, c'est des caricatures, quoi. Ce sont des pastiches, voilà. Gérard? Je rapproche d'une émission sur France Culture qui était La naissance du savoir, comment naît une idée. Et cette émission, c'était en mai, la science CQFD. Et j'étais pas très satisfait à la fin de l'émission. Et je me suis j'ai essayé de voir sur la naissance d'une idée pourquoi l'intelligence artificielle n'aurait pas d'idée. Et ce que j'en ai conclu, ce qui m'a semblé
intéressant, c'est de dire qu'un cerveau, il a été formé depuis des millions d'années, parce que nos cerveaux, ils ne sont pas faits en un instant. Et le cerveau, la fonction essentielle du cerveau, c'est de rester vivant. Je pense que quels que soient les organismes, c'est de rester vivant. Donc le cerveau a été obligé d'imaginer des stratégies pour rester vivant. Et ça, la machine, si vous coupez le courant, c'est terminé. Je pense que c'est l'idée qui m'intéresse à creuser. Oui, parce que ça n'a pas de... Peut-être ce que vous avez dit au début, hein, c'est... on est en 2023 et vous savez que c'est le 400e anniversaire de la naissance de Pascal. Et Pascal, nous, en tant qu'informaticien, on lui a une date particulière parce que c'est le premier qui a réalisé une machine à calculer. Mais il a non seulement réalisé une machine à calculer, mais il a eu cette réflexion, il a dit cette machine arithmétique, elle fait des effets qui sont plus proches de la pensée que tout ce que font les animaux. Mais elle n'a pas de volonté. Je pense qu'il résume, hein, une phrase merveilleusement claire et synthétique, tout le problème. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des outils qui reproduisent toutes les fonctions cognitives, mais justement, ce qui est de l'ordre de la volonté, ça... Une dernière question là-bas. Bonjour, M. Benacher, merci pour votre conférence. Ça me rappelle beaucoup les discussions des philosophes analytiques, Daniel Dennett, Hofstadter, dans la discussion énormément. Par contre, je trouve dans la présentation que vous avez du cerveau, il y a une fonction majeure aussi qui est à l'étude, en particulier dans l'ipsis. Le Luxtine, on nous a fait parler des têtes parlantes. Ah ouais, bien sûr, ouais. En particulier, qui est l'effectivité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas simplement l'intelligence pour l'intelligence. L'intelligence, elle a pour but de changer le monde et d'avoir une motricité sur le monde. Donc je voudrais revenir sur votre point de vue sur Boston Dynamics, qui font des robots énormément de robotique, en essayant d'apporter des algorithmes qui vont imiter la marche, l'équilibre, etc., dans l'ensemble de la perspective que vous avez sur le courant analytique. Voilà. Enfin, tout ça sont des questions extrêmement vastes. Effectivement, hein, il y a beaucoup de choses qui se font en robotique. Il y a tout un tas de dimensions que je n'ai pas évoquées ici et qui sont implicites dans ce que vous avez dit sur Daniel Dennett, par exemple, cette idée qu'on va projeter sur les machines des émotions. Donc ça ne veut pas dire que les machines ont des émotions, ça veut dire qu'elles vont mimer tous les attributs des émotions, et ça, bien sûr, ça a fait l'objet d'énormément de travaux, et les interfaces homme-machine sont tous fondées sur ce principe-là. Donc ça c'est quelque chose de très important, ce qu'on appelle l'affective computing, par exemple, et donc ça a un grand rôle. Alors après, sur les robots, bien sûr, on a tout essayé, on continue de tout essayer, parce que ça fascine. Donc on a fait des robots Android, et puis bien sûr, Boston Dynamics, eux, ils font des quadrupèdes, qui sont très impressionnants, parce qu'on dirait vraiment un animal. Et là encore, on a une faculté de projection sur cet animal qui est très importante. Mais de façon plus générale, sur cette faculté de projection, une question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce qu'on a les mêmes projections sur un robot physique et sur un robot virtuel? Oui, par exemple, lorsque vous avez un robot physique, il y a un type d'attribution qui est très fort. Il est très présent, et sur un robot virtuel, il vous trompe plus, parce que vous pouvez penser, si vous échangez avec une machine, que c'est un homme qui est derrière, et en même temps, il y a peut-être moins d'attachement au robot virtuel. Enfin, en tout cas, tout ça, ça fait partie de questions qui sont ouvertes. Pour l'instant, c'est très nouveau. On a du mal à comprendre vraiment quelles sont les mécanismes psychologiques qui s'établissent entre l'homme et ces différents êtres artificiels. Donc voilà. Là-bas, il y avait encore une toute dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Je ne vais pas me lever. J'ai plusieurs sujets que j'espérais que la question soit posée, mais n'a pas été posée. Donc, elles n'ont pas été posées. Du coup, je vais évoquer différentes thématiques. Vous parlerez de ce que vous verrez sur ces thématiques-là. Il y a plusieurs sujets en fait que je vois arriver via l'IA qui sont assez problématiques d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique. Je ne sais pas quel sujet commencer, donc du coup je vais commencer sur la partie peut-être politique.
On voit de plus en plus que les hommes politiques actuellement se penchent sur le côté smart, le côté intelligent, la smart money notamment, puisque la BCE essaye de, dans le tiroir une smart money, donc une monnaie intelligente qui est capable du coup de gérer directement la consommation. Christine Lagarde récemment a évoqué l'idée d'utiliser les IA pour comprendre comment fonctionne l'inflation. Je crois qu'il y a eu un député européen qui a demandé comment faire une bonne loi au niveau européen à ChatGPT, qui a récupéré ça pour ensuite proposer du Parlement européen. Donc on voit aussi les IA qui commencent un petit peu à prendre le pas. Soyez succinct. Succinct. D'abord, on a aussi des problématiques du coup pour légiférer assez rapidement, puisque par exemple les drogues chinoises où ils modifient les molécules, du coup quand ça arrive sur le marché elles sont inconnues, donc il n'y a pas de moyen de légiférer, il faut légiférer rapidement, mais ça prend 2 ans pour légiférer sur une drogue par exemple, donc du coup les IA apporteraient des solutions. Comme l'a dit madame tout à l'heure, très souvent il faut que les citoyens apportent leur consentement de beaux esprits, dire que du coup ça permet du coup à des personnes du coup, qui auraient des problèmes de santé ou autres de pouvoir payer. Et donc du coup ça permettrait de dire les IA pourraient prendre le pas sur la partie politique notamment. On voit aussi sur la partie des entreprises dans le domaine privé, où en Chine du coup, il y a des présidents de grosses sociétés qui sont des IA et qui conversent directement avec leurs salariés en temps voulu. On a aussi des problèmes au niveau du travail, puisque je crois que c'est au Japon, Miss Météo, c'est une IA entièrement conçue et qui présente du coup le journal télévisé sous prétexte que en fait, laissez répondre. Il faut laisser répondre. Ouais. Par rapport à quelques points que vous avez évoqués aussi, on a aussi ce problème où les IA sont capables de construire du coup des faux médias, qui fait qu'à terme on va être envahi aussi notamment par tout ce qui va être fake, et il va falloir un moment peut-être qu'on ait un tampon estampillé média véridique, tout le reste est fake. Si on n'a pas le tampon estampillé média homologué, du coup tout serait fake. On a aussi la problématique, et je termine très rapidement sur le fait que est-ce que l'IA a le droit de tuer, puisque du coup on va arriver très rapidement sur ce point-là, puisque dans le domaine militaire, puisque là c'est dans le domaine public, donc ça veut dire que si dans le domaine public il y a des grandes réserves derrière sur la partie militaire, on ne nous donne pas les clés en main, voilà, c'est le maximum qu'on peut faire. À partir du moment où on va arriver à la fusion robot, les productions de robots avec l'IA, donc du coup dire un robot est beaucoup plus performant sur une mission de guerre ou à la place de citoyens. Est-ce qu'on peut autoriser un robot à tuer un humain sous prétexte qu'il est plus performant? Et ça va poser aussi des questions. Vous avez toute une partie de réponses là, dans ce livre-là. Je réponds un peu à ces questions-là. Alors, vous posez plein de questions qui sont très intéressantes. Oui. Et par exemple, celle des robots tueurs, c'est une question. Alors, je ne vais pas le développer, mais il y a beaucoup de malentendus sur les robots tueurs. Et en particulier sur le fait que les militaires souhaitent avoir des robots autonomes. Parce que, moi j'ai fait un peu de mon service militaire, c'est pas la période de ma vie que j'ai trouvé la plus extraordinaire. Mais ce que j'ai appris en faisant mon service militaire, c'est que ce que souhaite un militaire, c'est qu'on lui obéisse. Et le problème d'une machine autonome, c'est que justement, elle est autonome. Et donc, elle n'est pas soumise aux ordres. Alors, les militaires, ils ne souhaitent absolument pas avoir des armes autonomes. Alors, en revanche, que des armes utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour être plus efficaces, ça existe depuis très très longtemps. Par exemple, les guidages laser, c'est-à-dire qu'une fois qu'un missile accroche sa cible, il va sur sa cible, et à ce moment, bien sûr, il est extrêmement pernicieux. Mais juste, dans tout ce que vous avez dit, je voudrais citer un exemple qui est très intéressant, c'est celui de Sophia. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un robot qui a été conçu par une grande société de robotique, et qui a été présenté entre autres à l'Assemblée Générale des Nations Unies, qui a prononcé un discours, et ensuite à qui on a donné la nationalité saoudienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que tout ça, c'est une escroquerie complète. Oh. Alors, c'est une escroquerie d'abord parce que c'est pas vraiment un robot. Qu'est-ce que c'est qu'un robot? Un robot, ça se distingue d'un automate par le fait que le robot a des capteurs, et qu'il ne se contente pas de répéter une opération, mais qu'il s'adapte à la situation. Or, elle, en fait, c'était pas du tout en gros, c'était juste un automate. Ensuite, on vous dit qu'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Non, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il y a de la mécanotronique, ce qui fait que les mouvements du visage
était corrélée à ce qu'elle disait, hein, mais c'est pas de l'intelligence artificielle en sens où c'est pas elle qui a écrit le discours. Ça, c'est, fake. Donc et puis ensuite, on lui a donné la nationalité saoudienne. Et beaucoup ont dit elle a la citoyenneté saoudienne. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, qu'est-ce que c'est que la nationalité saoudienne? L'Arabie saoudite, c'est pas une démocratie. Donc, si on a la nationalité, ça veut dire qu'on fait acte d'allégeance au souverain. C'est normal qu'un robot fasse acte d'allégeance, d'accord. Mais nous, on pense, et beaucoup de personnes nous disent elle a la citoyenneté. La citoyenneté, c'est autre chose. Une démocratie, c'est voter. Voter, étymologiquement, ça veut dire émettre un vœu, avoir une volonté. Elle ne peut pas voter, la machine. Elle n'a pas de volonté. Et donc, vous voyez, c'est tous ces malentendus, je crois, qu'il faut essayer de vider hein, quand on parle de ces choses-là. Après, on pourrait reprendre tout ce que j'ai cité, mais il y a à la fois des choses qui correspondent à la réalité, à des inquiétudes qu'on peut avoir, en particulier sur l'évolution de l'emploi, mais il y a aussi quand même beaucoup de craintes qui ne sont pas fondées sur certaines utilisations. Ouais. Juste du coup, c'est pour rebondir sur votre conclusion que vous aviez apportée, qui était justement cette notion de justice et du coup d'impartialité avec les yeux bandés. Quelque part, l'IA pourrait répondre aussi à cette problématique-là en disant que du coup elle serait impartiale et donc du coup intransigeante, quels que soient les citoyens, et les citoyens seraient peut-être consentants s'ils se rendaient compte. Tout à fait, c'est pour ça que beaucoup ont voulu utiliser l'intelligence artificielle en pensant rendre une justice plus équitable. Et plus impartial. Mais en même temps, si vous lisez un certain nombre de philosophes, vous savez que justement, la justice, elle ne peut pas se contenter de donner la même part à tout le monde, et que justement, il faut regarder chaque individu particulier. Moi, j'ai toujours eu des problèmes avec un certain nombre d'universitaires juristes, parce qu'ils pensent que l'éthique, c'est la réglementation, et moi, je crois que c'est très différent, et que la loi, c'est autre chose que l'éthique. On a besoin de loi, mais la loi est nécessairement générale. Mais en revanche, je me suis toujours bien rendu avec des magistrats. Parce que eux, ils appliquent la loi, et ils savent justement que la loi, certes, il faut être équitable, mais on ne peut pas la faire en ignorant le cas particulier. Bon, je pense que... Bon, merci beaucoup, en tout cas, de ma part.